Le délicat dossier du Sahara occidental, qui alimente les tensions entre l'Algérie et le Maroc depuis les années 70. Les opinions publiques africaines, est-ce qu'ils suivent ce dossier? Est-ce qu'ils sont au courant de ce dossier? Est-ce que les Africains, par exemple, comprennent pourquoi l'Algérie soutient le Sahara occidental ou qu'il y a un conflit? Dans notre temps, donc les gens de ma génération, c'est un conflit qui était très présent et qui a tatoué les mémoires irrémédiablement. Mais aujourd'hui, on en parle de moins en moins. D'ailleurs, on a vu des pays qui étaient soutiens hier du Sahara occidental se désengager sous la pression de la diplomatie marocaine, lobbying dont on parlait tout à l'heure et le pragmatisme politique qui veut que d'abord qu'on se préoccupe de savoir qu'est-ce qu'on mange le soir. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pays africains s'alignent sur la position marocaine et très peu encore soutiennent encore la question du Sahara occidental. C'est dû à quoi? Le Maroc n'a pas d'argent pour racheter tout le monde. Comment ça se passe alors? Vous les sous-estimez, cher Abdou. Je vous ai dit que c'est un pays qui a construit une ingénierie très forte. Ils ne sont pas restés les bras croisés, qu'ils ont développé des rapports bilatéraux avec des pays. Et je vous ai dit que quiconque comprend aujourd'hui que la demande sociale est le problème prioritaire en Afrique, quiconque comprend ça a gagné l'Afrique. Le Maroc, ils ont pris clairement une avance dans cette stratégie offensive sur l'Afrique. Le délicat dossier du Sahara occidental, qui alimente les tensions entre l'Algérie et le Maroc depuis les années 70. Alors, officiellement, l'Union africaine reconnaît la République démocratique arabe du Sahara occidental. Le Maroc a quitté l'Union africaine et est revenu en 2017. Mais au-delà des discours officiels des institutions, les opinions publiques africaines, est-ce qu'ils suivent ce dossier? Est-ce qu'ils sont au courant de ce dossier? Est-ce que l'indépendance du Sahara occidental est une cause qui est soutenue par pas mal d'Africains et d'Africains? Est-ce que c'est une cause qui mobilise en Afrique? Est-ce qu'elle suscite de l'intérêt? Est-ce que les Africains, par exemple, comprennent pourquoi l'Algérie soutient le Sahara occidental, qu'il y a un conflit, que le Maroc occupe un autre territoire, etc. Comment c'est compris, comment c'est analysé? Parce qu'on ne s'est jamais, à mon avis, attardé sur la perception des Africains par rapport au problème du Sahara occidental. Bon, moi, je vous dirais que les gens de ma génération, oui. Parce que nous, on a grandi avec ça, on écoutait à la radio. À l'époque, il n'y avait pas vraiment des télévisions en Afrique. On entendait tout le temps à la radio, le Front Polisario et tout. Et je peux vous raconter, vous me réveillez au pied du lit, je vous raconte l'histoire. Le Front Polisario, 1973, les Espagnols se battent. Ils revendiquent la souveraineté que conteste le Maroc. Ils sont soutenus par l'Algérie. C'est un peu normal parce que je vous ai dit que l'Algérie, dans son ADN, est frondeuse. C'est un pays qui lui-même a été colonisé et qui vit mal de voir de la persécution comme pays où un État puisse être l'objet de persécution. Donc on peut expliquer le soutien de l'Algérie à la République sahraoui par ce fait-là. Mais effectivement, ça a été source de tension. Parce que vous voyez que depuis, bien avant, il y a quand même eu la guerre des sables, ouais. En 1963, le problème de territorialité, parce que des choses n'étaient pas très clarifiées avec les Français qui n'ont pas bien délimité les frontières de leur colonie à l'époque. Donc il y a eu cette guerre de 63. Et d'ailleurs, on parlait tout à l'heure du Mali, c'est un peu ironique parce que parmi les pays, en plus de l'OUA, en plus de la Ligue arabe, parmi les pays qui, à l'époque, avaient fait asseoir les deux pour arriver en conflit, il y avait le Mali et puis l'Égypte. Donc, effectivement, dans notre temps, donc les gens de ma génération, c'est un conflit qui était très présent et qui a tatoué les mémoires irrémédiablement. Mais aujourd'hui, on en parle de moins en moins. D'ailleurs, on a vu des pays qui étaient soutiens hier du Sahara occidental se désengager sous la pression de la diplomatie marocaine. Je vous parlais tout à l'heure du bilatéral. Comment ça se fait alors? Les Africains se désintéressent de ce conflit? C'est ce que je viens de vous dire, que les gens de ma génération, oui, on était parfaitement informés de ce conflit, mais aujourd'hui de moins en moins. Aujourd'hui, vous verrez que ça se deal au niveau des chancelleries, des hautes chancelleries. Pourquoi? Parce que vous avez des gens de ma génération qui sont aux affaires et qui ont été imprégnés. Je vous prends un exemple simple, la Guinée-Bissau et puis le Cap-Vert à l'époque avec le PAIGC d'Amical Cabral, ils ont été soutenus par l'Algérie dans leur lutte pour faire partir les Portugais. Mais aujourd'hui, c'est très très bizarre, la Guinée-Bissau est alignée sur les positions marocaines. Le lobbying dont on parlait tout à l'heure et le pragmatisme politique qui veut que d'abord
qu'on se préoccupe de savoir qu'est-ce qu'on mange le soir, en fin de journée. Moi, je pense qu'effectivement, c'est l'abcès de fixation depuis un certain temps. La question sahraoui empoisonne les relations entre d'abord le Maroc et l'Algérie, mais empoisonne, au-delà même du Maroc et de l'Algérie, empoisonne les relations au sud du Sahara parce qu'en fait, les pays se sont divisés. Récemment, le Tchad a reconnu Dakhla, a planté son drapeau à Dakhla, reconnaissant effectivement l'appartenance de la localité au Maroc, et ça a suscité l'ire effectivement de nos amis algériens, et nous qui étions un peu surpris, des amis des Tchadiens qui ont fréquenté l'Algérie et qui ont étudié en Algérie, qui ont très mal apprécié et qui m'ont appelé me dire on ne comprend pas comment expliquer que le Tchad, notre pays, reconnaisse la paternité d'Akhla au Maroc. Et donc là, c'est pour vous dire qu'effectivement, dans l'opinion africaine, les gens consomment, et l'Algérie a aussi son droit le plus absolu de soutenir effectivement des mouvements d'indépendance. Mais ils ne sont pas seuls. Il y a le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Gabon. Voilà, exactement. Dans et donc moi, sillage. je pense que quand un pays africain pense que opprimer un autre pays, les Sahraouis ont autant, comme d'autres pays, le droit à l'autodétermination. Et donc c'est une démarche que l'Algérie s'est inscrite dans une démarche des droits internationaux, et donc à laquelle il fallait peut-être la comprendre. Maintenant, c'est que le Maroc a, à travers, comme tu le dis, son soft power, a essayé effectivement de rallier à sa position beaucoup de pays africains qui, au fur et à mesure, isolent un peu le Sahara occidental sur la scène internationale. Mais aujourd'hui, les débats restent un débat au plan judiciaire et sur la problématique la plus liée effectivement à l'autodétermination des peuples. Donc on a l'impression qu'ici, l'Algérie et le Maroc n'arrivent pas à trouver un terrain d'entente sur cette question qui empoisonne les relations et qui entraîne avec elle d'autres pays africains qui ne se retrouvent pas. Or, la communauté internationale n'arrive pas à arbitrer. Mais quand même, Morgan, j'ai l'impression que Makel a dit vrai, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pays africains s'alignent sur la position marocaine et très peu encore soutiennent encore la question du Sahara occidental. C'est dû à quoi? C'est dû à quoi? Le Maroc, que tu me dis, le Maroc n'a pas d'argent pour racheter tout le monde. Est-ce que c'est pas question d'acheter ou c'est pas... Vous les sous-estimez, est-ce qu'ils ont de l'argent? Voilà, justement, comment ça se passe Vous les sous-estimez, cher Abdou. Je vous ai dit que c'est un pays qui a construit une ingénierie très forte liée à son isolement volontaire de 1984. Ils ne sont pas restés les bras croisés. Ils se sont dit comment on peut partir tout en restant. Donc, tout en restant, c'est qu'ils ont développé des rapports bilatéraux avec des pays. Et je vous ai dit que quiconque comprend aujourd'hui que la demande sociale est le problème prioritaire en Afrique, quiconque comprend ça a gagné l'Afrique. Il ne faut pas sous-estimer. Je viens de vous prendre un exemple. La Guinée-Bissau, le Cap-Vert ont été aidés par l'Algérie dans leur guerre de décolonisation contre le Portugal. À la base, ils étaient alignés sur les positions algériennes, sur la question du Sahara occidental. Mais aujourd'hui, ils ont basculé, ils ont retiré leur soutien au Sahara occidental, et je crois qu'ils font partie des pays qui ont ouvert un consulat à Dakhla. Et donc c'est une prise de position très claire. Et vous me demanderez, mais pourquoi ça? Mais pourquoi ça? Parce que la Guinée-Bissau a des problèmes, a besoin d'investisseurs, a besoin de gens qui ramènent de l'argent. À un moment donné, quand même, la politique est commandée. Et le Maroc a pu répondre à ces préoccupations-là? Par exemple, oui. Mais je pense que... Vous voyez des banques marocaines partout, à Tidjari, la BMCE, rentrer dans le capital, le gros des... Vous prenez un pays comme le Cameroun, l'ancienne société camerounaise des banques, aujourd'hui rachetée par Attijari, banque, je peux vous en citer, des cas comme ça à l'appel. Et je vous ai dit que ne perdez pas de vue que cette question, aujourd'hui, elle est élitiste. Ça veut dire que c'est une question qui touche pas les opinions populaires. Le sommet. Ouais, qui touche le sommet. Parce que le sommet, c'est les gens de notre génération qui ont vécu ce conflit-là quand il était vraiment tout chaud, avant qu'aujourd'hui qu'il tiédisse un tout petit peu. Alors pourquoi les Africains, par exemple, à travers l'Union africaine, le pays africain, n'arrivent pas à proposer une mission de médiation entre l'Algérie et le Maroc? Mais tu as raison, c'est une question... Ça s'est fait dans la guerre des sables, tu l'as bien fait de le rappeler, Morgan. Mais pourquoi cette fois-ci, on a l'impression que les Africains, au contraire, ils profitent de cette rivalité? Absolument. Pour que chacun prenne un peu un intérêt, mais personne ne propose une solution pour calmer les ardeurs des deux voisins. Mais justement, Abdou, ça me fait rappeler en fait, la divergence entre le Taïwan et la Chine, où les pays africains sont engouffrés pour, d'un côté, soutirer de l'argent de Taïwan, de l'autre côté, soutirer de l'argent de la Chine, alors qu'il aurait fallu effectivement que ces pays africains-là adoptent une position plus de neutralité ou bien d'acceptation. Sur le cas, effectivement, dont tu évoquais tout à l'heure, l'Union africaine aurait dû jouer de son influence
pour amener les deux parties effectivement à la table de négociation et arbitrer de manière objective. Or, on a l'impression que l'Union africaine elle-même est prise dans un engrenage et qu'elle n'arrive pas à proposer une alternative à la question sahraoui, qui empoisonne, comme on l'a dit tout à l'heure, les relations bilatérales, multilatérales au niveau continental, et qu'il fallait proposer d'alternatives crédibles auxquelles les Sahraouis doivent aussi effectivement s'émanciper, tout comme et que les relations entre l'Algérie et le Maroc doivent être des relations saines. Or, aujourd'hui, ces relations sont complètement envenimées à cause effectivement de ces problèmes. Et maintenant, au-delà de l'Union africaine, il faut aussi parler effectivement de la Cour internationale de justice, qui aurait dû elle-même s'imprégner et s'approprier cette question et proposer des alternatives. On a l'impression que les instances internationales, qui étaient beaucoup plutôt spécialisées sur les questions de l'arbitrage international, les instances internationales sont mues ou bien tues pour laisser effectivement cette crise persister. Et la persistance de cette crise n'arrange absolument ni les Marocains ni les Algériens. C'est pourquoi nous autres, des voix un peu libres, nous pensons qu'effectivement il est temps que la communauté internationale vraiment se prononce sur cette question qui a trop duré. Figurez-vous, ça fait 3 décennies. Oui, il y a eu un accord même frontalier à l'époque, je crois en 72, entre le Maroc et l'Algérie, mais accord que le Maroc n'a pas ratifié, d'où la persistance du conflit, enfin des détentions jusqu'à l'heure où on parle. Voilà. Pour dire que ce n'est pas faute d'avoir essayé, mais est-ce que l'Union africaine est solide aujourd'hui? Vous savez, l'Union africaine, elle est financée à 60% par l'Union européenne. Et donc la géopolitique au niveau de l'Union africaine parfois est guidée par des intérêts que ni vous ni moi, nous ne comprenons. Et donc ils ont cherché de l'affrontement. Moi je pense qu'il y a la possibilité pour l'Algérie aujourd'hui d'équilibrer la terreur. Parce qu'elle avait un avantage comparatif. L'avantage comparatif est lié au passé, le passé glorieux, historique et tout. Donc il faut simplement considérer que le monde d'aujourd'hui repose sur de nouveaux ressorts. Il y a des défis économiques, comme on l'a dit. Donc voilà, il faut aller à l'abordage. Mais justement, la question que tu soulèves tout à l'heure, Morgan, c'est la question de l'indépendance financière, économique de l'Union africaine pose problème dans ses actions quand il s'agit effectivement de se positionner par rapport à cette crise qui envenime et qui détruit le rapport entre des pays. L'Union africaine, si elle était totalement indépendante, si elle ne dépendait pas, comme tu le dis, de l'Union européenne, et c'est ça en fait la question à laquelle tous les observateurs s'interrogent sur l'indépendance de l'Union africaine, qui est une institution panafricaine, qui aurait dû quand même être au-delà de la mêlée. Mais cette Union africaine, aujourd'hui, effectivement, on a l'impression qu'elle n'arrive pas effectivement à arbitrer de part et d'autre. Je voudrais quand même avoir votre lecture par rapport à un constat. Si on prend la carte du continent africain, il y a des blocs régionaux qui se constituent partout. Afrique de l'Ouest, les États du Sahel, dernier bloc régional qui a vu sa naissance, l'AES, l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est, etc. Et puis le Maghreb, paradoxalement aujourd'hui, cette région qui était présentée pendant des décennies comme étant la région la plus développée, la plus évoluée, c'est aujourd'hui la région la plus divisée et la plus menacée. Conflit grave et en Libye, etc. La Tunisie dans une situation de quasi-faillite et elle a du mal à se débrouiller. Et situation de pré-guerre, pratiquement, voilà, entre l'Algérie et le Maroc. Quel est l'avenir du Maghreb de votre point de vue? Quand vous voyez que tous les autres blocs régionaux évoluent, se renforcent, il y a une solidarité régionale, il y a des marchés communs qui se constituent, il y a une intégration régionale, on parle de monnaie commune, locale, etc. Mais le Maghreb, j'ai l'impression qu'il fait complètement... et se détache du reste de la dynamique africaine, il reste isolé, morcelé. La question qu'il faut se poser, c'est qui est-ce que cela arrange, cette désunion? Et si vous savez qui cela arrange, cette désunion, vous comprenez qu'il y a des gens qui soufflent les braises. Moi, je pense, et je partage le point de vue de Makaïla, qu'il faut convoquer la sagesse. Parce qu'on est tous africains, et quand je dis africain, je ne suis pas dans l'exagération, puisque tout à l'heure, ça a été dit que l'Afrique tire son nom, Ifriqiya, de cette zone. Nous devons le nom Afrique à cette zone-là. Et donc, nous devons être tous jaloux, qu'on doit chérir aujourd'hui. Moi, je ne vois pas de différence fondamentale entre un Sahraoui et quelqu'un d'autre du Mali. C'est quasiment les mêmes peuples. Quand moi, je vais là-bas, que ce soit au Maroc ou que ce soit en Algérie, il y a des peuples dont la culture me rappelle ma culture à moi, qui suis subsahérien. Donc, je pense qu'il faut convoquer. Pourquoi je fais ce parallèle, c'est pour dire que nous devons convoquer la sagesse africaine pour régler nos différends.
Nous, on a besoin d'un Maroc et d'une Algérie qui soient fortes. C'est des gens qui peuvent driver. Aujourd'hui, les gens parlent de jeter un pont de liane entre l'Europe et l'Afrique sur la Méditerranée, donc ouvert sur ces deux pays. Nous, il est dans notre intérêt d'avoir ces deux pays, ces deux mastodontes fortes. Mais je pense qu'il faut convoquer la réelle politique. Il faut du pragmatisme politique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des questions qui peuvent se régler avec juste un tout petit peu de pragmatisme. On aime bien le côté souverainiste. Moi, je me rappelle encore de la prise d'otage d'une usine de gaz à l'époque par des kamikazes et tout, et l'Algérie qui avait refusé tout interventionnisme. Ils ont dit notre armée peut régler l'affaire, et ils ont réglé l'affaire. Donc on a besoin d'avoir des bastions forts comme cela en Afrique, mais dans le cadre d'une union, parce que toute maison divisée périra. Justement, Abdou, tu soulevais une question pertinente, la question du morcellement du continent, alors que l'Union africaine, c'était une institution panafricaine qui aurait dû fédérer ces ensembles. On a l'impression que les gens se morcellent au fur et à mesure. Donc, ça contribue, ou ça milite à l'unité de l'Afrique. Maintenant, pour revenir sur le cas de l'Union du Maghreb arabe, qui s'est morcellé, parce que la crise en Libye, les gens n'ont pas pu proposer une solution aux Libyens. Il y a aussi le pouvoir central de Tripoli, et le pouvoir et vous avez de l'autre côté, vous avez Haftar et sa bande. Vous avez la Tunisie qui a connu effectivement une transition populaire à travers la révolte, mais la Tunisie s'est enlisée aujourd'hui dans une impasse politique. Vous avez la crise qui empoisonne l'Algérie et le Maroc, qui est fait l'objet de notre sujet aujourd'hui, qui effectivement n'arrive pas à trouver une issue meilleure. Et vous avez aussi la Mauritanie qui aussi ne se retrouve ni au Maghreb, ni effectivement avec les pays de l'Ouest. Donc du coup, on se retrouve, et vous avez aujourd'hui, l'élément que vous avez cité, c'est la création de l'AES, l'Alliance des États du Sahel, qui aujourd'hui, c'est des marques de la CEDEAO. Donc on a l'impression que la question de l'unité de l'Afrique, qui devait transcender effectivement nos divergences politiques, aujourd'hui refait surface, et ça ne milite pas en faveur de l'unité de l'Afrique. Moi, je pense qu'il est temps, comme tu l'as dit, le réalisme doit s'imposer à tous. Il faut que nos dirigeants africains, que ce soit au-delà du Maghreb jusqu'au sud du Sahara, les gens doivent repenser la politique de l'unité de l'Afrique. Parce qu'en fait... Alors, pour terminer, tous les deux, je vous donnerai un dernier mot. Si vous avez en face de vous les dirigeants algériens et les dirigeants marocains, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire? Moi, je dirais que le Maroc est déjà sur une belle perspective. Parce qu'on parlait de réel politique tout à l'heure, ils ont compris qu'il fallait être actif sur le plan opérationnel. Aujourd'hui, l'Afrique n'a pas besoin de slogans, l'Afrique a besoin de résoudre ses problèmes vitaux, les problèmes fondamentaux, qui sont de nourrir les populations, de leur trouver des activités, d'industrialiser, donc besoin de vrais savoir-faire qu'on retrouve au Maroc. Je rappelle que c'est quand même un pays, au Maroc, en Algérie, en Tunisie, ce sont des pays qui exportent, y compris dans les marchés comme l'Union européenne. Et on ne vient pas ici avec toutes les normes et tout si on n'est pas à un certain niveau de savoir-faire. Voilà. Donc, moi, je pense que en ce qui concerne l'Algérie, donc le Maroc, ils ont pris clairement une avance dans cette stratégie offensive sur l'Afrique. Pour moi, l'Algérie avait un avantage comparatif qui doit tout simplement être exhumé, l'avantage lié aux relations. Vous savez, moi, je viens d'une famille en Afrique qui a lutté pour l'indépendance du Cameroun. Beaucoup de nos guerriers sont réfugiés en Algérie, ont été accueillis là-bas. Donc, j'aurais naturellement tendance à avoir de la sympathie pour eux. Donc, s'ils reviennent aujourd'hui au devant de la scène en se disant, bon voilà, on a un trésor de guerre, parce que l'Algérie, clairement, aujourd'hui, a des capitaux très importants avec des savoir-faire, on s'en va à l'attaque. Je pense on peut arriver à un équilibre de la terreur qui peut être bénéfique pour tous.